Bon, on va commencer. Bonsoir à tous. On est enchantés d'être là aujourd'hui. Je suis venue de Paris spécialement pour rencontrer la communauté de codeurs en scène. Donc, très heureuse d'être parmi vous ce soir et de vous rencontrer. Personnellement, je m'appelle Anne Faubry. Je suis UX designer. Pendant quelques années, j'ai travaillé chez IBM. Et maintenant, je suis dirigeante associative chez Designer Éthique. Et avec Aurélie, nous sommes chargés du programme d'éco-conception au sein de cette association. Et on a écrit ensemble un guide d'éco-conception de services numériques. Et par ailleurs, on donne des formations, on fait de la sensibilisation sur le design numérique responsable et des prestations aussi auprès d'entreprises sur ce sujet. Et donc moi, je suis Aurélie Baton, je suis UX designer et je fais un peu la même chose que Anne, donc je vais pas tout répéter. Mais donc moi, j'ai travaillé 12 ans à IBM et je suis depuis peu indépendante et donc je travaille aussi au sein des designers éthiques et je fais des contributions aussi au sein du collectif Conception numérique responsable et Green IT et puis voilà, je pense que ça suffit pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'éco-conception numérique. Donc on l'a mis en lien aussi avec tout ce qui est design systémique puisque ce sont deux sujets qui sont très liés. Vous allez voir qu'en fait, tous ces sujets de responsabilité dans le numérique et d'éthique dans le design de services numériques, c'est extrêmement lié. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on parle d'éco-conception, on va souvent avoir des conséquences positives sur tout ce qui est design persuasif, captologie et également sur des questions d'accessibilité, sur lesquelles j'imagine que vous êtes déjà très sensibilisés. Et par exemple, si on prend l'autoplay, la vidéo en autoplay, donc c'est quelque chose qu'on va fortement éviter en éco-conception parce que ça va consommer des ressources pour des utilisateurs qui vont pas nécessairement être intéressés par la vidéo. Ça vient aussi répondre à des préoccupations sur des questions de design de l'attention, de captologie, où ça peut être des choses un petit peu manipulatrices pour les utilisateurs. Et ça vient aussi répondre à une exigence d'accessibilité, notamment lorsque l'autoplay est avec du son pour des personnes qui ont des lecteurs d'écran, et donc que ça peut fortement perturber dans la compréhension et la navigation du site. Donc on voit avec cet exemple qu'il y a vraiment des choses, des fonctionnalités, des processus, des procédés qui vont avoir un cercle vertueux avec d'autres pratiques du design responsable. Et aujourd'hui, bien sûr, on va vous parler plutôt d'éco-conception. Donc à l'agenda, on va vous faire un topo très rapide sur les enjeux environnementaux du numérique. C'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais c'est toujours important d'avoir quelques éléments de contexte. Et on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que vous êtes déjà au courant des impacts du numérique. Ensuite, on va rentrer dans la définition de l'éco-conception dans tout ce qui est design des services numériques, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est normé, qui a un peu de théorie, mais également très utile pour comprendre la suite. On va essayer de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus illustré et pratico-pratique. Donc avec un point de vue design, on sait que vous êtes amené parfois à supplanter des designers, à avoir toute une influence sur la conception des services numériques. Donc je pense que c'est super que vous vous intéressiez à ces sujets. Et enfin, on va vous présenter le guide qu'on a fait pour Designer Éthique, dans lequel il y a beaucoup de ressources. Quasiment, en fait, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sera issu directement du guide qu'on a écrit. Donc, si vous voulez en apprendre plus, c'est l'endroit où il faut aller chercher, qui est lui-même d'ailleurs une agrégation d'autres ressources. Donc, si vous voulez creuser d'autres sujets, d'autres livres, d'autres vidéos, c'est là que vous pouvez trouver tout ça. Alors tout d'abord, on voulait vous présenter les enjeux environnementaux du numérique. Donc en 2019, le secteur du numérique était responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc 4%, a priori, ça peut paraître pas énorme, mais en fait, je trouve qu'on se rend plus compte de l'ampleur du phénomène lorsqu'on compare à d'autres industries. Donc par exemple, 4%, c'est l'équivalent de tous les camions du monde ou des émissions de gaz à effet de serre de 2 pays comme le Canada et l'Allemagne réunis. Et en fait, le secteur du numérique est de plus en plus sous les feux du projecteur pour son impact environnemental, parce que d'une part, ça a fortement cru ces dernières années. Donc auparavant, on n'en parlait pas et c'était là, mais voilà, c'était beaucoup plus négligeable par rapport aux autres secteurs. Et en fait, on s'en préoccupe beaucoup parce que c'est celui qui a la plus forte croissance. Donc là, c'était des projections de 2019 et on en estime donc avant Covid que ça devait doubler d'ici 2025 et passer à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui serait l'équivalent de tous les véhicules légers du monde, donc en gros toutes les voitures. Et là, on se rend compte, je trouve qu'effectivement, ça commence à être un petit peu préoccupant et qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire en tant que concepteur de services numériques. Alors, ce qui est important aussi d'avoir en tête lorsqu'on parle d'impacts environnementaux, c'est de pas se focaliser que sur l'énergie. Donc l'énergie, bien sûr, c'est un gros levier sur lequel on va jouer, notamment l'énergie primaire qui est utilisée pour l'électricité consommée par les serveurs, les réseaux, les batteries des terminaux.
tout ça, ça va émettre des émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, il faut garder aussi en tête que on va avoir un impact sur la consommation des ressources abiotiques, qui ne sont donc pas renouvelables, et puis sur la consommation d'eau, puisqu'il faut énormément d'eau pour créer du matériel informatique. Par exemple, il y a aussi le fait que l'éco-conception, on pense, c'est peut-être une opinion un peu plus personnelle, mais il y a quand même beaucoup d'études qui vont dans ce sens si on s'intéresse à tout ce qui est low-tech et des auteurs comme Philippe Biwix, que ça va, au fur et à mesure des prochaines années, devenir une nécessité, et même une nécessité également économique, notamment parce qu'il y a un épuisement de ces ressources abiotiques, elles sont plus difficilement extrayables. Par exemple, dans un smartphone, on s'aperçoit que l'argent, l'or, le cuivre et le cobalt sont tous des éléments qui sont nécessaires pour la création d'un smartphone et qui sont tous sous forte pression avec des approvisionnements de plus en plus compliqués. Et donc sur ce graphique, on voit de même les différents métaux qui sont de plus en plus en zone critique avec des réserves faibles si on ne trouve pas de nouveaux gisements. Et puis il y en a d'autres qui sont à surveiller. Et en fait, il y a aussi toujours cette question de profitabilité, parce qu'à un moment, on va atteindre un stade où, évidemment, on trouvera des gisements, sauf que la densité de métaux dans ces gisements va être de plus en plus faible, donc il va falloir de plus en plus d'énergie, d'eau, de ressources pour en extraire ces métaux, et en fait, ce sera soit hors de prix, soit ce sera, on va dépenser plus de métaux pour en extraire d'autres que si on n'y touche pas. Donc en fait, ça va, voilà, il y aura souvent il y a ce seuil qui est très important de rentabilité et de réalisme par rapport à le fait d'extraire ces ressources. Donc il y a ce facteur à prendre en compte. C'est intéressant de se pencher sur l'éco-conception aussi pour prévenir des potentiels épuisements de ces ressources. Et ce qui est intéressant aussi avec ce schéma, il date déjà de 2016 et c'était avec la consommation de 2016, ces projections. Donc on peut de même se dire qu'en 5 ans, c'est quelque chose qui est exponentiel. Notamment Alain Galdron explique que la consommation de métaux, elle double tous les 25 ans. Donc en fait, ce schéma, probablement, on est plus proche de l'épuisement de certaines ressources que sur ce schéma qui était assez optimiste. Alors, selon vous, quel est le plus gros producteur de déchets électroniques et électriques par habitant parmi ces 3 continents? Donc, je vous laisse réfléchir. Entre l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, on va le faire à main levée. Si les gens sur Twitch aussi veulent partager sur le chat, on pourra demander ce qu'ils en pensent. Donc, on va faire à main levée. Qui pense que parmi ces 3 continents, c'est l'Amérique du Nord où le taux de déchets électroniques et électriques est le plus fort? Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 8 personnes, 9. Qui pense que c'est l'Asie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes. Et qui pense que c'est l'Europe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 mains là-bas, 10. Et alors sur Twitch, est-ce que ça penche ou c'est plutôt... Alors là, c'est en production de déchets. C'est-à-dire, on consomme des équipements électriques et électroniques et donc on produit des déchets électriques et électroniques. Donc c'est à ce niveau-là. D'accord. Eh ben, vous avez raison, vous êtes très bien formés. Félicitations. Vous êtes déjà au fait. Effectivement, c'est les Européens les plus gros producteurs avec 16,3 kilos par personne et par an. Et la France est au-dessus de cette moyenne, donc avec 20 kilos par personne et par an. Et vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'on nous parle de matériel alors que, nous, on conçoit des services électroniques. Enfin, des services numériques, pardon. En fait, c'est parce que l'impact principal du numérique, c'est sur l'étape de fabrication. C'est pas tant sur l'utilisation. Donc c'est là qu'on va avoir le plus d'impact sur les gaz à effet de serre, l'eau, les ressources, et puis même l'énergie, on est à 40%. Donc déjà c'est important parce qu'en fait faut surtout pas tomber dans du greenwashing en disant si je réduis l'électricité c'est bon, j'ai un service vert et que c'est tout parfait, puisque c'est vraiment la consommation énergétique, c'est que 25 à 40% de l'empreinte énergétique totale. Donc ça c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête. Et puis deuxièmement, parce qu'en fait, quand on va éco-concevoir des services numériques, l'enjeu principal, c'est vraiment de faire durer le plus longtemps le matériel. C'est vraiment la chose à retenir, une des choses principales à retenir, c'est que l'éco-conception, c'est avant tout un enjeu de lutter contre l'obsolescence en faisant des choses moins gourmandes en termes de processeurs, de mémoire vive, etc.
Et donc, pourquoi faire du design responsable et puis de l'éco-conception? En fait, bon, je sais pas s'il y a besoin de vous convaincre, mais ce qui est intéressant avec cette slide, c'est aussi de porter le discours auprès d'autres personnes. Je pense que tous les arguments sont pas toujours entendables de la même manière selon les personnes à qui on parle, notamment quand on parle à des chefs de projet, à des gens qui doivent gérer des budgets, qui parfois vont se dire, bon, vous êtes gentil avec l'éthique, mais ça va me coûter de l'argent et je vois pas ce que je vais en tirer. Donc parfois, c'est important, voilà, de mettre en avant évidemment les aspects éthiques, environnementaux, mais en fait, il y a plein d'autres retombées qui sont extrêmement intéressantes et bénéfiques pour tous à long terme. Déjà, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'environnement, on va aussi augmenter l'accessibilité du service et réduire les questions de problèmes de captologie. On va aller vers plus de protection des données personnelles, notamment parce qu'on va éviter de mettre des trackers. On va fluidifier le parcours. Vous allez voir que l'éco-conception, ça consiste vraiment principalement à faire que l'utilisateur trouve le plus rapidement possible ce dont il a besoin. Tout ça, ça permet d'augmenter l'audience, notamment parce que grâce à l'accessibilité, évidemment, on touche d'autres publics. Il y aura aussi toute une dimension d'accessibilité technique, puisqu'en faisant des services plus légers, on va pouvoir être accessible dans des zones moins bien couvertes, notamment par le réseau ou par des personnes qui ont des vieux appareils. Et des questions d'économie, d'infrastructure, notamment les serveurs, de stockage et autres. Un meilleur référencement, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer d'améliorer avec l'accessibilité et l'éco-conception. Tout ça, ça permet d'augmenter sa valeur de marque, ça permet de ramener nos rôles qui sont souvent parfois relégués dans des stades de production et d'exécution. Ça permet de revenir à la table des négociations, si je puis dire, pour porter justement des discours plus sur la valeur de marque et des enjeux business. Et donc ça permet de revaloriser nos métiers de designers, de développeurs, pour dire si on a vraiment intérêt à faire ça, et du coup de jouer un peu sur le modèle économique et les fonctionnalités qui sont retenues. Ça permet de devancer la loi. Il y a déjà des lois qui existent sur l'accessibilité. Sur l'éco-conception, il y a le Sénat, le Parlement, l'Union européenne qui réfléchissent aussi à ces questions. Donc d'ici les prochaines années, c'est quasiment certain qu'il y aura une loi qui passera sur ce sujet. Et il y a encore d'autres avantages qu'on va pas vous lister ici. Donc dernière question sur le sujet de votre connaissance générale, qui a l'air très bonne, sur l'impact environnemental du numérique. Quels équipements des utilisateurs localisent le plus d'impacts environnementaux en France? Donc selon vous, entre les télévisions et les décodeurs, entre les ordinateurs et les écrans, les téléphones mobiles et les objets connectés, qu'est-ce qui, en France, lorsqu'on les met tous bout à bout, va localiser le plus d'impacts environnementaux? Alors, qui pense que ce sont les télévisions et les décodeurs? Un là-bas, deux personnes. 3 au fond, pardon. Qui pense que ce sont les ordinateurs et les écrans? 1, 2, 3, 4, 5. Qui pense que ce sont les téléphones mobiles? Ah là là, voilà, je vais même pas compter. Ok, beaucoup de gens. 2 sur le live, très bien. Et qui pense que ce sont les objets connectés? 1 personne, 2. Et sur le live, il y a d'autres... c'est quelque chose qui se dessine? Ok. Alors, la réponse, c'est les télévisions et les décodeurs. Déjà parce qu'il y en a quand même beaucoup en France. Et en fait, parce que finalement, ce qui est très décisif, c'est la taille d'écran dans le fait de créer un déchet et une consommation de ressources. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment les ressources qui vont concentrer le maximum d'impact. Et donc, plus l'appareil est gros, et donc c'est intéressant aussi quand on renouvelle ses écrans, qu'on achète un ordinateur ou un smartphone, plus l'impact sera fort, parce qu'il y aura beaucoup plus de ressources qui auront été extraites, d'eau qui aura été utilisée pour sortir ces ressources, etc. Donc, c'est vraiment les télévisions qui vont être le plus impactantes. Et donc voilà, c'était tout pour la partie sur les impacts environnementaux numériques. J'ai essayé d'être concise, mais on pense que c'est important d'avoir quelques notions de base avant de rentrer plus en détail sur l'éco-conception. Alors, donc c'est à mon tour maintenant. Donc, je vais vous faire une petite introduction de ce qu'est l'éco-conception. Je vais pas pouvoir le faire de manière exhaustive, mais c'est important d'avoir les concepts de base, les concepts clés, avant de rentrer dans les bonnes pratiques plus pratiques. Alors, donc l'éco-conception, c'est quoi? Alors, selon la définition de l'AFNOR de l'ISO 14062, l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Et ça, c'est super important et on l'oublie parfois. Alors, je vais vous parler, il y a des démarches, des clés de la démarche d'éco-conception. Je vais vous lister et après, je vais vous expliquer chacune de ces clés. Alors, la première clé, c'est la définition de ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Je vais revenir dessus après. Ensuite, on a 3 clés que j'ai regroupées en 2 parce que je trouve que c'est plus compréhensible.
Donc, il y a l'évaluation de l'impact environnemental de tous les équipements nécessaires au service numérique, sur toutes les étapes du cycle de vie du service et des équipements, et selon plusieurs indicateurs environnementaux. Et la dernière, c'est on fait ça dans une démarche d'amélioration continue. Alors, je reviens sur notre définition d'unité fonctionnelle. C'est un terme qui fait un peu peur, mais en fait, c'est assez simple. C'est quoi ? C'est la fonction principale d'un produit ou d'un service où ça va aussi servir d'unité de référence représentative et ça correspond souvent à un acte métier, un objectif utilisateur. Et à quoi ça sert ? Eh ben en fait, ça va servir à comparer des services et des produits quand on fait notamment une analyse de cycle de vie. Et à quoi ça ressemble ? Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc par exemple, quand on va un exemple d'unité fonctionnelle pour par exemple une billetterie en ligne, ce serait acheter une place de concert parce que c'est ça qui est la fonction principale du service. Pour par exemple les pages jaunes, ça pourrait être rechercher un numéro de téléphone. Pour Doctolib, ça pourrait être prendre un rendez-vous chez le médecin. Ensuite, pour une banque en ligne, consulter son compte en banque ou regarder une vidéo. Et après, on a des paramètres variables. Donc, ça pourrait être, par exemple, pendant 10 minutes sur un smartphone. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en fait, ce que ça va permettre, c'est comparer deux services, ou avant-après. Donc parce qu'en fait, on va pas regarder seulement une page, on va pas regarder que la page d'accueil, on va regarder le parcours utilisateur par rapport à cette unité fonctionnelle qu'on a définie. Je vais vous montrer des exemples après. Et ensuite, donc, au niveau de l'évaluation, donc comme je disais, on va regarder les équipements nécessaires au service, et donc on va regarder pour ça les 3 tiers, donc les terminaux, le réseau et les centres informatiques data center. Et donc, sur toutes les étapes du cycle de vie, donc là, c'est une illustration de l'ADEME que je trouve assez parlante, donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là. Donc ça, c'est par exemple le cycle de vie d'un ordinateur portable. Et ben, on commence par regarder l'extraction des matières, des ressources dont parlait Anne tout à l'heure. La transformation en composants électroniques, le transport, la distribution, l'utilisation, la fin de vie, qui va être soit on va revaloriser une petite partie, puisqu'on peut recycler qu'une petite partie, et le reste, la fin de vie qui, voilà, dans les décharges et tout ça. Bon, et cette partie-là est très difficile à évaluer parce que justement, il y a une grosse partie du matériel qui va vers des filières de trafic illégal et du coup, on ne sait pas ce que ça devient, sauf qu'on les voit dans les décharges. Ok. Ensuite, on regarde selon plusieurs indicateurs environnementaux. Donc, comme disait Anne tout à l'heure, en fait, on va pas se focaliser, on va pas regarder juste, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. On regarde en fonction des contextes plusieurs indicateurs. Donc, l'épuisement des ressources, comme on disait tout à l'heure, les émissions de polluants, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, production de déchets, émissions de substances toxiques, et tout ça pour éviter des transferts de pollution. Donc parce que par exemple, si on regarde, on se dit ah bah moi je vais acheter le nouveau smartphone parce que du coup en fait il consomme moins. Ben ça va pas parce que du coup on regarde qu'une seule partie et en fait on oublie toute la partie de fabrication de ressources, d'extraction des ressources qui est extrêmement impactant. Et dans une démarche d'amélioration continue, donc en fait on va identifier les principaux leviers et puis choisir le niveau d'éco-conception parce qu'on va pas forcément dans tous les cas faire une refonte totale. Donc ça peut être une amélioration de l'existant, ça peut être une refonte totale du service ou alors ça peut être aussi carrément repenser tout le système. Et donc tout ça, comme on le répète, mais parce que il faut le répéter. Donc l'enjeu principal, c'est d'allonger la durée de vie des équipements grâce à l'éco-conception. Et vous allez me dire, ok, sympa, mais okay, on commence où ? Et ben en fait, donc j'ai mis une citation de Frédéric Borjas parce que je la trouve qui résume bien la situation. Donc en fait, on commence très tôt, dès l'expression du besoin, de la conception fonctionnelle et du maquettage, parce que c'est là qu'est l'effet de levier le plus fort. Ça va pas être au niveau du code, même s'il y a bien sûr il y a des choses à faire au niveau du code, mais vraiment
le plus gros levier, il se situe à la conception et même dès l'expression du besoin. Et on dit qu'il y a à peu près 45% des fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs qui sont jamais utilisées. Alors, donc vous allez me dire, ok, on fait comment? Parce qu'on ne peut pas toujours faire une analyse de cycle de vie, parce qu'on n'est pas tous experts en la matière. Donc il y a des outils, il existe des outils comme Green IT Analysis qui vont vous donner une indication. Ça remplace pas une vraie analyse de cycle de vie, je précise, mais ça va donner quand même une indication. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Green IT Analysis, c'est un plugin qui existe sur Firefox et sur Chrome et qui regroupe les fonctionnalités de EcoIndex et Ecometer. Je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà. Et donc maintenant, nous sommes prêts pour vous montrer maintenant les bonnes pratiques. Maintenant qu'on vous a bien bourré le crâne avec l'allongement de la durée de vie des appareils. Oui, quelques bonnes pratiques. Ouais. Alors, on voulait faire... voilà. Donc l'éco-conception, ça peut être fait à toute étape du projet. C'est qui est important de le comprendre. Autant, évidemment, c'est mieux de le faire le plus tôt possible, de le prendre en compte rapidement. Mais c'est dans le monde idéal. On sait toujours comment ça marche, hein, les méthodologies. Il y a la théorie et la réalité. En réalité, on n'arrive pas toujours en amont du projet. Les développeurs sont pas, ou tous les métiers d'ailleurs, sont pas toujours là sur les phases de cadrage, malheureusement. Et donc parfois, on arrive plus tard sur le projet, et ce qui est bien de savoir, c'est que à n'importe quelle étape, on peut faire des choses. Et c'est comme tout, c'est comme l'accessibilité. On commence pas par tout être en triple A. D'abord, on commence quelque part, et l'important, c'est d'être en amélioration continue. Et donc, la suite des bonnes pratiques qu'on va vous montrer, c'est un petit extrait. C'est vraiment, on a essayé de les classer selon le développement d'un projet, pour essayer de vous montrer quelques exemples à chaque étape du projet de ce qu'on peut faire, plus ou moins facilement. Il y a des choses qui sont très difficiles, des choses qui sont plutôt facile, et donc là on vous a remis un projet, donc c'est un point de vue très centré design, des formations professionnelles, mais voilà, du cadrage à la recherche, l'état des lieux, la phase d'idéation, la priorisation, prototypage et développement, les tests, faire des itérations en agile ou pas, et la maintenance. Ouais. Ok. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la base, c'est de quantifier le besoin et d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, on va se poser les questions comme quels sont les réels besoins pour satisfaire ma fameuse unité fonctionnelle là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis peut-être des fois on peut se poser la question aussi, est-ce qu'on peut faire autrement? Et quelle est la quantité, ou bien la longueur, ou bien le niveau de qualité qui est nécessaire pour accomplir une certaine tâche pour mon unité fonctionnelle, par exemple. Alors, donc je vous montre un exemple ici. En fait, c'est la BBC, c'est les podcasts qu'on peut télécharger sur la BBC. Et en fait, donc là, pour moi, c'est moi qui l'ai inventé. Je travaille pas à la BBC, mais donc on pourrait avoir une unité fonctionnelle qui est écouter un podcast. Et donc, pour satisfaire mon unité fonctionnelle, ici, il me donne deux choix. Il me donne le choix haute qualité et le choix basse qualité. Et bon, moi, comme je suis une utilisatrice lambda, je prends haute qualité parce que je le vaux bien, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que, donc j'ai écouté les deux, j'ai fait la différence. Moi, à mon oreille, la différence n'était pas perceptible. Sauf que le fichier, il est 2 fois plus lourd quand on le prend en haute qualité. Donc, ce qui va être intéressant ici, donc si on prend notre idée du besoin et qu'on se dit, ok, on élimine ce qui n'est pas essentiel, on pourrait carrément éliminer le haute qualité. Mon petit truc, il s'est trompé. En fait, ça devrait être là, le rouge. Je l'ai refaite et je me suis trompée. Donc, en fait, on pourrait éliminer l'option haute qualité et garder que la basse qualité qu'on nommerait pas comme ça, bien sûr. On aurait juste une option qui serait, écouter mon podcast. Voilà. Ensuite, ça va être sur le parcours utilisateur qu'on va avoir un énorme levier, bien sûr. Donc ça paraît logique, mais en fait, on s'aperçoit souvent que c'est pas malheureusement toujours le cas. Donc, on évalue le parcours utilisateur en fonction d'une unité fonctionnelle. Donc ça, c'est quand on a un service
qui existent déjà. Donc on prend notre unité fonctionnelle, on évalue le parcours et on va regarder quels sont les principaux problèmes, quels sont les leviers d'amélioration, quelles sont les priorités de choses à mettre en place. Et donc là, je prends l'unité fonctionnelle qui est acheter un billet de train. Je vais vous faire une petite démo. J'espère que j'aurai pas l'effet démo. Tiens, je te... Attends. Ok, ça marche. On a besoin de deux. Alors... Donc... Pas de commentaires sur mon bureau. Ok. Donc là, je vais sur le site de la SNCF. Je vais d'abord ouvrir mes outils de développement. Un petit problème là. Ok. Tchouk. Je vais sur le site de la SNCF là. Ok. J'ai rien fait pour l'instant. Je regarde juste le nombre de. Voilà. On regarde. Je sais pas, vous avez vu, je fais rien du tout là. Voilà. Donc c'est pas une critique du service. Je vous montre, il y en a plein des sites qui sont comme ça. C'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà. Donc là, j'ai juste chargé la page, j'ai rien fait. On est à presque 13 mégas. Voilà. Ok. Et donc maintenant, là, je suis dans l'onglet réseau parce que je voulais voir les données qui se transféraient. Là, maintenant, je vais aller voir sur l'outil, sur le plugin Green IT Analysis qui peut être donc installé. Ça continue. Tac. Et j'ai rien fait. Donc là, en fait, j'ai installé le plugin Green IT Analysis. Donc vous pouvez le trouver sur Chrome ou Firefox. Et donc j'active les bonnes pratiques. Donc quand j'active les bonnes pratiques, en fait, c'est des bonnes pratiques qui sont dans Ecometer. Elles n'y sont pas toutes. Vous pouvez contribuer aussi si vous voulez. Et donc là, je vais lancer l'analyse. Donc là, ça va... Hop. Donc j'attends un peu parce qu'en général, c'est un peu long quand c'est... Voilà. Et donc en fait, là, ce que ça va nous donner... Hop. Donc ce qui nous montre ici, c'est... donc il y a un score. Le score Eco-Index. Il y a une note de A à G. La consommation d'eau et les émissions de gaz à effet de serre en grammes équivalent CO2. Donc, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous disais plusieurs indicateurs. Donc là, on a deux indicateurs. On a la consommation d'eau et les émissions de gaz à effet de serre. Le nombre de requêtes, le poids de la page et donc le nombre d'éléments du DOM. Alors, en général, dans les bonnes pratiques d'éco-conception, on dit qu'il faut que le nombre de requêtes soit inférieur à 30, que la page soit en dessous de 1 méga et que le nombre d'éléments du DOM soit en dessous de 600 à peu près, en gros quoi. Et donc après, vous avez toute une liste de bonnes pratiques que vous pouvez regarder aussi. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez en fait sauvegarder l'analyse de chaque page pour votre parcours. Donc là, je clique sur Save Analysis. Et donc après, je peux continuer, faire par exemple, hop. J'aurais même pu lancer l'analyse après en fait, mais c'est pas grave, je vous montre le principe. Toc. Hop. Rechercher. Toc, toc, toc. Voilà. Je lance l'analyse. Je sauvegarde l'analyse. Et à chaque page du parcours, en fait, je vais pas vous faire tout le parcours parce que en fait, c'est assez long. Mais à chaque page du parcours, vous pouvez donc lancer l'analyse une fois que vous avez fait les actions que vous devez faire sur la page. Et après, vous cliquez sur l'onglet History. Et là, donc, il vous montre, vous avez pas le détail des bonnes pratiques analysées, mais vous avez quand même le score. Et après, vous pouvez utiliser le petit bouton Export qui exporte les données en CSV. Et après, vous pouvez faire votre petit calcul. On n'a pas le temps de tout vous montrer, mais si après vous voulez que je vous remonte plus en détail, vous me dites. Et puis, voilà, on fera ça. Donc c'est ça qui est super intéressant avec l'outil, c'est que du coup, au lieu de regarder que la page d'accueil comme certains calculateurs, là on regarde tout le parcours qu'on peut enregistrer et après on a nos KPI
et il y a des outils, plusieurs outils qui sont disponibles aussi pour faire des tests automatiques. Je pourrais vous montrer les ressources ou les trouver après. Voilà. Je retourne vers ma présentation. Hop. Donc vous avez vu, là, il y a moyen d'améliorer. Donc ensuite, on simplifie le parcours utilisateur, on va fluidifier l'expérience. Donc là, on va s'intéresser aussi au nombre d'étapes pour accomplir l'objectif, notre unité fonctionnelle, et quels sont les points de douleur. Donc là, je vais vous montrer, je vais pas vous le faire en live le parcours parce que ce serait un petit peu trop long. Mais du coup là, j'ai pris l'exemple qui était un vrai exemple en fait, de rechercher des informations sur le crédit d'impôt sur le site impôt.gouv.fr. Encore une fois, c'est pas une critique du service, c'est juste une expérience. Alors, et donc en fait, ça a donné un peu ça, mon parcours. Je vous fais pas toutes les pages, mais donc voilà, je suis allée directement sur le site de impôt.gouv.fr parce que je lui fais confiance. J'ai regardé les infos, j'ai essayé dans le search, j'ai pas trouvé ce que je voulais, blablabla. J'ai fait plusieurs pages. Pareil, voilà. Après, ça continue. Et puis à la fin, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, j'ai abandonné. Je suis allée sur Google et j'ai trouvé. C'est un peu dommage. Donc en fait, là, ce que je voulais illustrer ici, c'est que j'ai fait 12 étapes. J'ai pas réussi à trouver l'information que je voulais. Du coup, ça crée de la frustration. Et en plus, du coup, l'impact environnemental a été élevé parce que même si chaque page a un score relativement faible, en fait, et du coup, le fait que mon parcours ait été long et s'est soldé par un échec, du coup, c'est tout perdu, quoi. Et donc, pour vous montrer un exemple qui fonctionne mieux, en tout cas sur cette unité fonctionnelle que j'ai choisie. Hein, après, c'est pas. Donc là, c'est le site de gov.uk et donc pour la même unité fonctionnelle, j'ai réussi à trouver mon information en 4 étapes avec un parcours assez fluide et accessible. Je te passe la main. Merci. Ensuite, j'espère en tout cas que voilà, je sais que vous êtes amenés souvent à réaliser vous-même des sites. Parfois, il n'y a pas toujours une passation, il n'y a pas toujours des designers tout du long. Donc voilà, on espère que vous trouvez des choses intéressantes à titre personnel. Sur la phase de priorisation, il y a une autre étape qu'on trouve très intéressante, c'est le fait de se dire de la même façon que je me fixe un budget avec un nombre de jours hommes, avec un prix total que je veux mettre dans mon service sur un temps donné, je pourrais me dire, je me fixe un budget environnemental. Et je le fais pas que pour des questions d'environnement, c'est tout à fait justifiable, mais en fait, pour convaincre les autres, il y a encore d'autres façons de le faire. En fait, l'idée, c'est aussi de se dire, par exemple, si je fais une application pour consulter les horaires de train, en fait, j'ai besoin que mes utilisateurs ils puissent y accéder même quand ils sont dans un TER avec une 3G pourrie. Et donc, et même s'ils ont un smartphone qui est pas de la dernière génération, même s'ils ont, je sais pas, un iPhone 6 ou plus ancien, et en fait qu'ils aient pas à attendre 10 secondes avant que la page se charge. Et donc, ce qui est très intéressant avec le site, il y a un site qui s'appelle Performance Budget, c'est l'idée de se dire, je vais fixer un poids maximum de ma page en fonction de ces 3 paramètres. Donc, je vais renseigner, et ça dépend de son service, parce que si je fais un service voilà d'accès des cours en ligne, ou si je fais des horaires de train ou encore un système d'écoute de podcast, ce sera toujours différent les cas d'usage. Mais en tout cas, selon mon service, je vais me réfléchir et me dire en combien de temps maximum je veux que les gens puissent accéder à mon service selon tel paramètre de réseau et tel paramètre d'appareil, de terminal. Et en fait, et c'est notamment important parce que, comme vous le savez, plus le taux de rebond est fort, plus pire c'est. Et donc plus le temps de chargement est long, par exemple une page qui se charge en 1 seconde, elle va avoir un taux de rebond qui est 2 fois plus faible qu'une page qui se charge en 6 secondes. Donc ça va vraiment être exponentiel avec le temps de chargement. Ça vous le savez. Mais c'est intéressant aussi de le dire, notamment aux gens qui prennent les décisions, qui veulent tout mettre sur la page, leur dire si ta page est trop lourde, les gens vont partir. Et donc, si on passe sur la page suivante,
C'est cet outil Performance Budget. On va pas vous faire une démo là maintenant, mais en tout cas, je vous invite à aller jouer avec. Pour le coup, il est très simple d'utilisation. Ça permet d'avoir un petit outil pour jouer un petit peu avec le poids des pages. Donc au début, voilà, effectivement, on choisit en combien de temps je veux que ça charge avec les conditions mobiles ou desktop, et puis selon le débit de la connexion. Et puis ensuite, Performance Budget va nous proposer de configurer son budget. Donc c'est vraiment à titre indicatif, hein. Mais là, on peut jouer avec la vidéo, le CSS, les images, et se dire bah tiens, ok, dans ce cas-là, faut que mon site il fasse 1 méga max. Bon, déjà, je suis pas obligée de tout utiliser, ou 2 mégas. Et puis tiens, bah en fait, si je mets une vidéo, déjà c'est foutu. Donc par contre, faut que je peux me dire, ça permet de réfléchir un peu. Bah je vais dans ce cas-là me laisser temps pour l'HTML, CSS, et temps pour le JavaScript, et puis temps pour l'image. Donc ça permet de jouer un petit peu avec les paramètres et de se dire, faut faire des choix. On peut pas, enfin, si on pourrait tout mettre tout le temps, mais en fait, c'est toujours au détriment d'autres choses, si ce n'est que l'accessibilité technique. Donc, c'est intéressant de réfléchir aux choix qu'on veut faire sur sa page et de challenger aussi peut-être les designers là-dessus, à ce stade. Et ensuite, voilà, on peut, une fois qu'on a créé son site, on peut évidemment le tester sur Lighthouse et puis de comparer son budget pour, voilà, Budget Calculator nous invite à comparer ce qu'on a réalisé par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Voici cet outil qu'on trouve intéressant. Et donc, à ce titre, est-ce que vous savez le poids moyen d'une page web, par combien a-t-il été multiplié entre 1995 et 2015? Fois 25, fois 50 ou fois 100? Alors, qui parmi vous pense que ça a été multiplié par 25? Personne. Qui pense que ça a été multiplié par 50? 1, 2, 3. Qui pense que ça a été multiplié par 100? Tout le reste. Et sur Twitch, qu'est-ce qu'on a? Tout le monde descend. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est passé à 115, de 14 kilooctets à 1600 kilooctets. Ça, c'était des estimations qui datent maintenant déjà un petit peu. Et en tout cas, voilà, on sait que c'est plutôt exponentiel. Ouais, là, on est autour de 2 mégas. On est autour de 2 mégas, ouais, désormais. Donc, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, tout ça, ça a généré beaucoup d'obsolescence du matériel, évidemment. Et parfois, on peut s'interroger sur le poids de certaines pages. Selon leur utilité, encore une fois, tout est relatif. Il n'y a pas de solution miracle, de KPI référent. L'idée, c'est toujours de se dire par rapport à mon usage. Si je fais un site de MOOC, c'est pas pareil que si je fais des articles de journal. Ensuite, de la phase de prototypage, évidemment, l'idée, c'est de faire du mobile first. Parce que déjà, ça évite, vous savez, d'avoir des problèmes lorsqu'on passe en mobile, d'affichage. Et puis, ça force à simplifier le contenu. Donc pareil, si les designers le font pas, on vous invite à les forcer à fournir d'abord les maquettes en mobile. Et en fait, on s'est heurté nous-mêmes avec Aurélie à ce cas, parce que on avait initialement fait notre guide d'éco-conception sur desktop. On avait nous-mêmes commis l'erreur, et en fait quand on l'a passé sur mobile, ça donnait ça, donc c'était assez imbitable. Et en fait sachant que là on est à peu près ici, donc en fait la page était beaucoup trop longue, c'était vraiment indigeste au possible sur mobile, et donc ça nous a forcé à totalement repenser la page d'accueil. Et donc on s'est dit on va faire plutôt un sommaire, et puis voilà, inviter à télécharger le PDF ou une petite introduction, et après on l'a repassé sur desktop évidemment. Donc voilà, on vous invite à à concevoir mobile first pour forcer cette simplification, cette sobriété dans l'usage et les fonctionnalités. Donc je reprends mon... Voilà. Donc là, vous vous en doutez, hein, de toute façon, une des bonnes pratiques, c'est optimiser les images, parce que donc les images, c'est le type de ressource qui est le plus utilisé d'après le rapport archive HTTP. Et donc en moyenne, ils disent que les images, ça représente à peu près 1 méga pour une page, donc c'est beaucoup. Et donc là, ce qu'on va d'abord se poser comme question, c'est est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle apporte une vraie valeur? Ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre, mais juste se poser la question et pas se dire c'est joli, pup, pup, pup. Donc quelle est la qualité dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une qualité super haute ou pas? Quelle taille est nécessaire? Et aussi, c'est important de penser, donc ça c'est pas directement lié à l'éco-conception, mais c'est lié quand même. Est-ce que l'image est accessible? Donc ça va être par exemple regarder s'il y a du texte dans l'image, parce que ça va pas pouvoir être lu par les lecteurs d'écran. Est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce que donc il y a une représentativité
suffisante dans les photos de personnes, par exemple, qu'on inclut. Ça marche plus. Ah. C'est pas grave. Ah oui, on vous a prévu un petit test aussi, mais ça va être difficile de le faire en live. Mais c'est pas grave, on va faire à main levée. Donc, à votre avis, quelle est la photo la plus lourde? Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est que vous me disiez, à votre avis, quelle était la taille originale de la photo. Mais ça va être au doigt mouillé, hein, forcément, on est d'accord. Donc déjà, bon, la différence est assez perceptible sur celle-ci. Mais à votre avis, quelle est la taille originale de la une? Hein? Ouais, non, peut-être pas quand même. Ouais, c'est un peu dur à faire parce qu'on l'avait fait en virtuel, c'est plus facile puisque les gens mettent des idées sur le chat, mais c'est difficile de... 42 mégas sur Twitch. Ouais. Oups. Donc là, celle-ci, elle fait 10 000 pixels de large. Et elle fait 10 mégas. Donc c'est beaucoup hein, pour une photo. Et celle-ci, donc, c'est en fait, ça, c'est des photos de Unsplash. Il y en a une que j'ai téléchargée en taille originale, ce qui est l'option par défaut, quand même. Et l'autre que j'ai téléchargée en taille small. Alors là, sur l'écran, quand on projette comme ça, en fait, on voit que celle-ci est plus pixelisée. Mais quand on fait un partage d'écran sur les ordis, quand on fait une présentation en virtuel, franchement, la différence se voit très très peu, quoi. Et donc tout ça pour dire que c'est important parce qu'en fait nos appareils photo, nos smartphones et tout par défaut, ils ont des résolutions super énormes. Et en fait, c'est vachement important de les retailler, de les optimiser parce que sinon on arrive avec des trucs. Alors peut-être que pour vous ça vous semble logique, normal et tout ça, mais on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas en vrai. Donc voilà, celles-ci sont un peu plus légères. Donc pour résumer, donc bien sûr, faut optimiser les images, réduire la taille quand il y a pas, quand c'est nécessaire, choisir le bon format en fonction du type d'image. Bon, là-dessus, je pense que c'est pas peine que je revienne dessus parce que vous connaissez sûrement. Compresser les images, ajuster la qualité, puis aussi peut-être des fois penser à d'autres alternatives que des images. Est-ce que ça peut être une illustration qui serait plus légère qu'une photo? Est-ce que ça peut être aussi, au lieu d'avoir des photos de chaque membre d'une équipe, est-ce qu'on peut faire une photo de groupe? Il faut penser à d'autres choses. Et donc, moi, celui que j'utilise pour optimiser les images, c'est Short Pixel, parce que je trouve qu'il est efficace. Et voilà. Et maintenant, on va parler des vidéos, qui est un autre type de contenu qui pèse évidemment très lourd. Comme pour les images, on va d'abord se demander est-ce qu'on a intérêt à mettre des vidéos. On voit souvent des vidéos, par exemple, en arrière-plan, en tête de page, et en fait, ça pose des problèmes d'accessibilité parce que souvent les gens mettent du texte par-dessus. Et puis en plus, ça pèse super lourd alors que c'est purement illustratif. Et puis dans d'autres cas aussi, parfois des entreprises, des clients qui absolument mettent toutes les vidéos qu'ils ont dans leur base de données et puis en mettent partout parce qu'ils ont entendu que c'était vraiment le truc génial pour capter l'attention des gens à tout prix. Et évidemment, c'est pas c'est bien de challenger le client évidemment sur la nécessité de mettre de la vidéo. Évidemment, choisir la bonne résolution. On encourage à éviter le plugin YouTube, qui est évidemment pratique et une solution assez simple, mais en fait, à lui tout seul, il pèse 2 mégaoctets dans la page. Même si la personne ne compte pas du tout regarder la vidéo, en fait, il y aura le plugin de 2 mégaoctets qui va se charger. Et donc, ce qu'on encourage à faire, c'est ce que fait d'ailleurs Welcome to the Jungle. Ils mettent plein de vidéos partout, mais en fait, c'est des images cliquables. Et donc ça, c'est un truc qui marche super bien, où du coup, évidemment, il y a un plugin YouTube ou d'un autre lecteur de vidéos quand on clique sur l'image qui s'ouvre en plein écran, en l'occurrence. Mais du coup, sur la page, on ne le charge pas. Donc, c'est vraiment l'idée toujours de servir à l'utilisateur que ce dont il a besoin, que ce qu'il cherche, et donc de pas fournir un lecteur de vidéos s'il a pas du tout envie de regarder des vidéos, qu'il a pas d'écouteurs, qu'il est dans un open space et qu'il est pas venu pour ça. Et pour la compression de vidéo, il y a un outil qui est en libre accès, qui s'appelle Handbrake, qui est très pratique. Il est pas très, l'interface pour le coup, l'ergonomie est pas ouf, mais on trouve un super guide gratuit qui a été fait en ligne par Gauthier Roussil. Et donc par exemple, j'ai fait le test. Souvent 720p, ça suffit largement pour beaucoup de vidéos, notamment des conférences et autres. La HD est pas toujours nécessaire et encore moins la 4K. Et donc ça permet par exemple de réduire de 40% le poids d'une vidéo
tout en la passant en 720p, ce qui est quand même une qualité tout à fait correcte pour beaucoup d'usages. Et puis bon, après c'est bien aussi de servir deux vidéos différentes selon si la personne est sur mobile ou sur ordinateur, évidemment aussi. C'est moi. Et donc aussi, bien sûr, limiter tout ce qui est plugins et widgets, parce que souvent on en utilise pour les icônes de réseaux sociaux, les Google Maps, les vidéos, les carousels et tout ça. Donc forcément, ça utilise beaucoup de ressources et ça génère beaucoup de requêtes. Donc mieux vaut éviter les Google Maps intégrés, ce genre de choses. Et par contre, on peut remplacer les icônes, les widgets par des icônes et un lien, ou même un lien tout seul, parce que souvent ça fait l'affaire. Ou même, est-ce qu'on en a besoin à chaque page aussi? On peut se poser la question. Et puis la Google Maps, c'est pareil. En règle générale, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une Google Maps, même si vous avez un lieu. Donc ça peut être juste soit une représentation graphique, ça peut être une petite map comme ça, une image et puis éventuellement un lien, et puis on peut penser aussi à OpenStreetMap au lieu de mettre des Google Maps. Ça peut être aussi juste l'adresse et un lien, ou même s'il y a personne qui va vous rendre visite, peut-être que juste une adresse ça suffit. Ensuite, ce qu'on encourage, c'est bien sûr d'éviter le scroll infini, qui pose des problèmes éthiques, notamment d'un point de vue de la captologie, donc du design de l'attention. Et puis parce qu'en fait, ça peut vite être très très lourd. Donc par exemple, avec Aurélie, on a fait le test sur Unsplash. Quand on scroll pour chercher des photos rapidement, on atteint 20 mégas, 40 mégas d'images qui ont été chargées et du poids de la page. Donc ça fait des pages extrêmement lourdes, évidemment, et ça pose d'autres problèmes éthiques. Donc ce qu'on encourage à faire, c'est de se demander de combien d'éléments affichés l'utilisateur a besoin. Donc par exemple, ça va dépendre encore une fois du cas d'usage. Pour un site d'images libres de droit, ce sera pas la même chose que pour un blog. En tout cas, sur cette partie blog du Low-Tech Lab, eux, ils ont estimé que 9 articles c'était déjà suffisant sur la page, et donc ils ont fait un système de pagination à l'ancienne. Pardon. Et j'imagine que vous testez tous vos sites avant de les sortir. Donc, ce qui est intéressant à faire, indépendamment de vérifier qu'il n'y ait pas de bug, c'est de le tester dans différentes conditions de bande passante. Donc, pour ça, les navigateurs le font très bien. Donc, avec aussi éventuellement, bien sûr, différents types d'appareils. Mais donc, de penser à tester peut-être aussi avec une bonne 2G ou une 3G un peu basse pour des raisons d'accessibilité technique dont on parlait tout à l'heure. Et puis, bien sûr, vérifier l'accessibilité. L'accessibilité éco-conception, on l'a déjà dit, beaucoup de bonnes pratiques en commun. Et donc un dernier, je crois que c'est le dernier qu'on a. Ouais. Ok. Donc c'est penser à fournir un mode hors ligne quand le contexte le justifie. Donc là, par exemple, c'est une application qui s'appelle Mapeo, qui a été développée par Digital Democracy. Et donc c'est par exemple dans le cas du peuple Warani, en fait ils vivent au milieu de la forêt amazonienne et ils utilisent Mapeo pour cartographier les ressources de leur territoire. Et donc forcément ils n'ont pas de réseau au milieu de la forêt amazonienne. Donc en fait ils cartographient en utilisant le mode hors ligne, et après en rentrant quand ils ont une connexion, ils mettent les coordonnées GPS dans l'application. Voilà. Mais c'est la dernière. Ouais, là on a fait qu'un petit extrait. Voilà. Donc ce qu'on voulait juste vous montrer, on va pas vous montrer tout le guide, mais en gros, on n'a pas tout traité aujourd'hui non plus, mais vous pouvez retrouver ce dont on a parlé dans le guide d'éco-conception avec des exemples aussi. Et à la fin, donc n'hésitez pas à regarder aussi l'introduction, parce que souvent on zappe l'intro et la fin, mais en fait on a mis des choses intéressantes dans l'intro et la fin. Donc, allez aussi voir à la fin, il y a une liste de ressources et d'exemples de sites conçus et tout ça. Et donc, on l'a conçu pour des designers, parce que nous-mêmes, on est designers, et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a écrit aussi parce que nous, on trouvait pas trop de ressources destinées aux designers, parce que la plupart sont plutôt sur des aspects techniques, donc pour des développeurs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, et donc c'est intéressant, à faire circuler avec les gens qui vous bossez si ça les intéresse. Et puis, sinon, vous aussi, je sais que souvent vous êtes amenés à faire vous-même les sites ou etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, ou à creuser effectivement les ressources. Voilà, on a essayé de le faire par étapes, de
donc avec composant, des ouais. ressources, des exemples, et donc voilà. Et puis à la fin, des petits boutons. Et encore une fois, c'est aussi des moyens enfin, nous on insiste aussi sur le côté pédagogique et le côté voilà expliquer aux clients quoi c'est quel est l'impact. C'est toujours le côté voilà, vous le savez aussi, de côté de faire de la sensibilisation, d'expliquer les choses et de convaincre aussi parfois. Donc ça peut être aussi des moyens de convaincre. Il y a une version 2 qui sortira l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre à jour chaque année. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Vous voulez remercier Codeur en scène de nous avoir invités. Ouais. Merci beaucoup. Ça va être l'heure des questions. Je vais commencer par la salle, après je vais me retourner du côté de Twitch. Juste attendez d'avoir le micro pour parler pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Bonsoir, merci, c'était hyper intéressant. J'ai juste une petite question. Moi, je suis développeur, mais plus côté API, pas du tout sur la partie front que vous présentez. Est-ce que vous savez s'il existe aussi des critères comme ça d'optimisation parce qu'en gros, une API, ça fait juste des calculs, des calls HTTP vers d'autres API ou des bases de données, etc. Est-ce que, par exemple, juste une requête HTTP de base, ça consomme et il faut les limiter au maximum? Est-ce que, je sais pas, le temps de calcul processeur, c'est des choses qu'il faut avoir en tête? Je pense qu'en fait, il faut se poser les questions surtout, mais effectivement, le nombre de requêtes HTTP, ça fait partie d'une des KPI qu'il faut regarder. Donc, éviter, parce qu'en fait, c'est le transfert de données qui est très coûteux. Donc, plus que le stockage dont on parle beaucoup, même si, bien sûr, il faut y faire attention aussi, mais les transferts de données, c'est là où il y a le plus d'impact, ouais. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé, mais c'est vrai que l'éco-conception numérique, c'est encore un chantier qui est tout juste, qui vient d'être effleuré. Alors là, on a partagé des choses qui ont été, effectivement, qui sont malheureusement principalement sur le front actuellement, parce que c'est aussi le plus facile, probablement à mesurer. Mais voilà, il y a encore tout un champ à débroussailler. Donc voilà, il y a plein de sites et de services qui ne demandent que ça, d'avoir des gens qui viennent contribuer, que ce soit Shift Project, EcoIndex, Canadian Analysis et autres. Donc après, il y a des ressources, parce que nous, c'est vrai c'est pas notre domaine. Donc niveau technique, il y a le livre des 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage qui a des ressources intéressantes. Après, il va y avoir là, oui, je vois, parce que j'ai vu il y a récemment. Après, il y a du bon, il y a toujours des choses à améliorer. Et après, donc il y a aussi bientôt le référentiel de la DINUM qui va sortir le 19 octobre, je crois. Donc avec aussi pas mal d'informations. Donc là, il va y avoir pas mal de choses à sortir bientôt là. Donc watch this space, comme on dit. Là, il va y avoir pas mal de ressources. Mi-octobre, fin octobre. Et petit spoiler pour la partie back-end, il est possible qu'il y ait une conférence le 18 novembre à Codeur en scène. Ah oui, c'est vrai. Et ce que Zikazu voulait dire, c'est que le guide d'éco-conception est peut-être plus lisible que le livre des 115 pratiques pour les développeurs. Nous, on l'a fait pour nous, en fait, donc, parce qu'on avait besoin de... Est-ce que vous avez d'autres questions côté public? En tout cas, il y a plein de choses intéressantes quand même dans ce livre. Après, moi, je connais pas les aspects techniques, mais rien que de lire l'introduction, c'est quand même intéressant, quoi. Moi, je trouve. Bonjour. Bonjour. Pour tout ce qui est analytics et monétisation, on va dire, est-ce que là aussi il y a des bonnes pratiques ou il y a des bons acteurs qu'il faudrait recommander Alors au niveau analytics, il y a Matomo, qui est en général celui qui est préconisé. Après, c'est pareil, je peux pas m'étaler plus sur la question parce que je connais pas plus que ça, mais je sais que ça
l'outil normalement, enfin de référence qu'on conseille en Et général. Matomo, il a Matomo. un autre avantage aussi pour convaincre ses clients de l'utiliser, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une fenêtre pour accepter les cookies. Et ça, c'est bête, mais ça saoule tout le monde. Donc ça, c'est comme ça collecte pas des informations confidentielles en fait. Et du coup, on n'a pas besoin de demander le consentement et ça peut permettre de convaincre. Et après. Non, c'est bon, je crois que c'était ça. Et après, c'est vrai qu'une autre bonne pratique, mais ça se rejoint avec le design responsable, en général, et l'éco-conception au sens plus large, c'est le numérique responsable, pardon, c'est toute cette question éthique, effectivement, de la monétisation. On a parlé du scroll infini, évidemment, c'est des modèles économiques qui sont basés là-dessus. Les réseaux sociaux, par exemple, tout fonctionne avec le fait de capter l'attention le plus longtemps possible. Donc après, on touche à des choses très très stratégiques du modèle économique lui-même. C'est là où du coup, c'est là où parfois où s'arrête ce qu'on peut faire. Et puis, ou à l'inverse, jusqu'où on peut challenger aussi l'entreprise selon le degré de décision qu'on peut prendre. Et donc, c'est là, voilà, où quand ça touche au modèle économique même de la structure, ça devient compliqué. Et en même temps, parfois, ça peut permettre de ramener plus de monde, d'améliorer son image de marque, d'être plus accessible à des personnes qui actuellement peuvent pas accéder au site parce qu'il est trop gourmand et autres. Donc, c'est toujours un arbitrage. Est-ce qu'il y a des questions côté Twitch ? Attends un petit peu, Yohan. Sur le côté Twitch, ils vont pas entendre. Alors du coup, côté Twitch, on a Morpion qui donne une ressource supplémentaire sur l'impact du numérique. Sans code, il y a une fresque du numérique un peu sur le même modèle que la fresque du climat. Et donc il donne le lien, c'est fresquedunumérique.org, voilà, pour ceux que ça intéresse. Ouais, c'est vrai. C'est un événement qui peut être payant, mais il y en a souvent des gratuites qui sont organisées. Donc, et vous pouvez vous former à l'animer vous-même et à la diffuser autour de vous. Et oui, moi je voulais poser une question aussi en fait, parce qu'on a supposé qu'il y avait un public plutôt développeur-développeuse, mais en fait, on ne sait pas. Est-ce que il y a d'autres profils que des développeurs-développeuses, parce qu'on s'adresse comme si vous étiez tous, mais il y a peut-être déjà des designers, Scrum Master, voilà. Et vous, vous êtes designer? Donc désolé pour vous êtes développeur et vous savez déjà tout ça. Ok. Il y a même des entrepreneurs dans la salle. Ah bah. Vous pouvez pas dénoncer. Ok. Merci. Et ça fait 2 ans que j'attends la question de Zigazou. Bonne chance aux orateurs. Une méchanceté. On va se faire visiter. Non, pas du tout. Par rapport à ce que vous disiez sur le nombre de requêtes, etc., est-ce qu'il vaut mieux une page avec plus de contenu texte ou plusieurs petites pages de texte, quitte à forcer l'utilisateur à aller de page en page En fait, ça va dépendre du parcours et de notre fameuse unité fonctionnelle. Donc en fait, ça dépend du parcours, quoi. Parce que si la page correspond au parcours et que ça va pas, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Par exemple, peut-être un article. Je peux donner un exemple. Ouais, ok. En fait, donc moi je travaille pour la ville de Rouen. Ouais. Et très très régulièrement, forcément, on nous demande de mettre beaucoup de texte sur une même page. Oui. Pour présenter, en fait, par exemple, pour les cartes d'identité. Ouais. Parce qu'il y a plein de cas à la con qui vont vous dire alors si vous êtes de telle origine, il faut faire ceci. Si vous avez tel âge, il faut faire cela, etc. Donc vous avez en fait des quantités énormes de textes qui vont vous expliquer toutes les situations possibles et imaginables. Et le problème, c'est que si on commence à mettre tous ces textes-là à droite, à gauche, finalement, est-ce qu'on ne va pas perdre l'utilisateur ? Ah bah ouais, effectivement, c'est une vraie question. Après, je pense pas que j'ai la réponse comme ça. Ça dépend, quoi. Ça dépend du parcours utilisateur. Mais justement, si par exemple, il y a des cas qui s'appliquent à peu de gens ou qui s'appliquent, par exemple, si je sais pas, il y a 5 cas par exemple différents pour l'obtention d'une carte d'identité, et donc chacun va être intéressé que par un des 5 cas, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, du coup, il y a 4 cas qui vont ça m'étonne un peu parce qu'en général, c'est assez textuel comme explication, mais qui sera chargé par tout le monde alors que ça va intéresser que au maximum, que ça va pas intéresser tout le monde. Ça peut être intéressant de le mettre ailleurs, mais
Tout comme on peut se dire, bah non, en fait, c'est du texte, faudrait mesurer. Et dans ce cas, ce serait pas nécessairement intéressant de mettre tout sur la page, mais ça dépend un peu. En fait, pour vous situer le problème, c'est que on est dans une démarche de qualité qui s'appelle Qualiville. Et en gros, à chaque fois qu'on a un certain nombre d'utilisateurs en présentiel qui viennent nous dire j'ai pas trouvé l'info ou j'ai pas eu l'info pour mon cas, forcément, le service nous dit il faut mettre l'info sur le site. Ah oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du Qualiville ou on fait de l'éco-conception Sachant qu'au bout d'un moment, parfois, quand il y a trop d'infos, on trouve quand même pas ce qu'on cherche. Ça a beau y être. C'est vrai. Donc, c'est vrai que ça, là, au moment où c'est un travail d'architecture de l'information, de curation de l'information, peut-être qu'il faut regarder le taux d'exposition. Alors, je sais pas si vous avez accès à ça, mais parfois, c'est aussi se dire, en fait, j'ai une page entière de contenu, sauf que j'aperçois que tout le monde barre à la moitié parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans la première moitié. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre la seconde moitié ailleurs, au clic, selon le besoin? Donc voilà, il y a pas mal effectivement, de choses. Alors, On dépend spoiler de tout ça. alerte, on déteste suivre nos usagers. Ah. Ah oui, et puis ce qu'on vous donne. Mais après, les tests utilisateurs, on peut faire des tests aussi. Je voulais repréciser aussi ce qu'on vous donne, c'est des bonnes pratiques. Ça veut pas dire que, il faut voir en fonction de votre contexte ce qui fait du sens ou pas, parce que par exemple, on vous dit pour les vidéos, il vaut mieux pas utiliser le plugin YouTube ou des vidéos intégrées, des choses comme ça. Après, si ce que vous produisez, c'est par exemple un MOOC, où en fait la base c'est la vidéo, ça fait pas forcément de sens dans votre contexte de cliquer pour aller ouvrir une page, parce que de toute façon le truc principal c'est la vidéo. Donc ça dépend du contexte, quoi. Et c'est pareil pour le nombre de requêtes. Nous on dit environ 30 requêtes. Après dans certains contextes ça devrait être plus. Pour les images c'est pareil, on dit d'optimiser. Après ça dépend de à quoi va servir votre site, du niveau de qualité dont vous avez besoin, etc., quoi. Donc ça dépend vraiment du contexte d'usage. Une question dans le fond. Bonjour. Du coup, cette présentation de l'UX était quand même très orientée web, d'une manière générale. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me demande, pour les applications lourdes ou des choses comme ça qui ont un peu disparu du paysage, est-ce que ce seraient des pratiques qui seraient intéressantes à faire revenir justement pour pouvoir appliquer plus simplement ce genre de préconisation, et du coup de notre côté essayer en tant que développeur éventuellement de forcer l'utilisation de revenir sur quelque chose qui est pas forcément qui est pas aussi moderne que d'utiliser des applications web, parce qu'on l'a fait pour des soucis d'accessibilité à la base, mais je suis pas sûre d'avoir complètement compris la question, mais vous allez me dire si je réponds. Ouais. Au niveau des bonnes pratiques d'éco-conception, en général, on conseille plutôt d'utiliser des progressive web apps que des applications natives, parce que du coup, ça évite le téléchargement de l'application, les mises à jour automatiques qu'on choisit pas forcément, etc. Mais je sais pas si ça répond à la question. Ça y répond en partie. Et sachant qu'il y a aussi toute une partie des bonnes pratiques qui s'appliquent aussi aux applications. Oui. C'est vrai qu'on spécifie pas forcément, et les exemples sont souvent web, mais en fait, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui s'appliquent de la même manière. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Même plusieurs. Un côté Twitch. Ça va être l'heure du premier buffet depuis un peu moins de 2 ans. Donc il y a du cidre normand, du camembert normand. On a prévu pour les véganes cette fois. C'est pas énorme, mais c'est les premiers efforts. C'est juste à côté, il y a même une terrasse sur laquelle vous pouvez aller. Merci à Thibaut. Tout est prêt, Thibaut? Ok, ça marche. Bon, merci à Thibaut d'avoir tout préparé. Et merci Aurélie et à Anne. Merci à tout le monde tous pour votre attention. Merci. Et puis si vous voulez nous poser des questions en dehors, c'est possible aussi. Bonne soirée à tout le monde, et à 18 en live pour le prochain meet-up sera sûrement en décembre.